Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Émeric, il fait... Ah, il y a des présentations à côté de moi. Si vous entendez du bruit, c'est parce que mon équipe n'a pas entendu qu'on était à l'antenne. Il y en a un qui s'appelle Émeric en tous les cas. Bon, quoi Oui, donc au c'est un menu ce soir? chroniqueur. Eh bien, notre invité qui est en train de papoter, là, s'appelle Miguel Bonnefoy. Il est écrivain, il publie Héritage. Et c'est un très très beau roman qui nous envoie notamment au Chili. Très parfait. Moi, je vous recommande à nouveau l'Anomalie d'Hervé Letellier avec qui nous venons de parler pendant 1 heure. Bien, il est 17h et vous écoutez France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Daniel Cordier a rejoint Jean Moulin. Adieu Caracalla, l'homme de la nation, ou plutôt l'hommage de la nation cet après-midi dans la cour des Invalides à Paris à l'ancien compagnon de la Libération, mort la semaine dernière à l'âge de 100 ans. Bonsoir Simon Le Baron. Bonsoir. Sous les yeux du dernier survivant, Hubert Germain, Emmanuel Macron a donc salué aujourd'hui le grand résistant, l'homme libre, Simon. Oui, un discours d'1 quart d'heure pour résumer un siècle de vie, une vie immense et multiple, celle du jeune militant d'extrême droite capable de remettre à 20 ans ses convictions en question pour rejoindre la France libre avant de devenir le secrétaire de Jean Moulin. Celle du galeriste et collectionneur après la guerre, exceptionnel connaisseur de l'art contemporain. Celle enfin du gardien de la mémoire de Jean Moulin et de ses camarades résistants à travers ses monumentaux travaux d'historien. Une vie guidée par 2 valeurs selon le président de la République, la liberté évidemment et l'amour. Une vie comme un roman d'aventure, dit Emmanuel Macron. Daniel Cordier s'en est allé après avoir entendu ici le chant des partisans dans la cour d'honneur des Invalides. Il sera inhumé demain dans l'intimité au Père-Lachaise. Il ne reste désormais plus qu'un compagnon de la Libération, Hubert Germain, 100 ans lui aussi. Vous l'avez dit, il était venu, malgré le froid, ici, adresser un dernier salut à un homme libre jusqu'au bout. Simon Le Baron avec Thomas Robin pour les moyens techniques. Le procès de Nicolas Sarkozy, de l'avocat Thierry Herzog et de l'ancien magistrat Gilbert Azibert débutera véritablement lundi au Palais de Justice de Paris. La demande de renvoi déposée par l'avocat de Gilbert Azibert en raison de ses problèmes de santé a été rejetée cet après-midi. Nicolas Sarkozy est soupçonné dans cette affaire d'avoir, avec son avocat, tenté de corrompre Gilbert Azibert, alors en poste à la Cour de cassation. Décidément, l'image de la police est mise à mal ces derniers jours. Après l'évacuation musclée d'un campement de migrants place de la République à Paris lundi soir, l'institution est une nouvelle fois mise en cause. Cette fois, c'est dans l'interpellation d'un producteur de musique. Ça s'est passé samedi dernier dans le 17e arrondissement de Paris. La vidéo a été diffusée par Loopsider, un média en ligne, et on y voit un homme noir se faire tabasser par 3 policiers qui ne savaient pas visiblement qu'il y avait des caméras de vidéosurveillance dans son studio. Michel, c'est le nom du producteur de musique, c'est son prénom plutôt, a donné sa version des faits cet après-midi. Je veux juste que ces 3 personnes-là soient punies par la loi. J'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent. Parce que sinon, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui. Et vous serez tous en train de faire des sujets sur moi parce que j'aurais pris l'arme de policier, j'aurais agressé un policier, j'aurais mis des coups de poing à un policier. Je n'ai rien fait de tout ça. Je marchais, je rentrais dans mes studios, j'avais des artistes qui étaient en train de m'attendre. Une personne m'a surpris derrière. Et, enfin, tout est sur vidéo. Mais après, je comprends qu'il faut trouver à chaque fois des petites choses. Et puis j'ai peut-être l'apparence de la personne qui pourrait aussi être dans les stupéfiants ou autres conneries que j'ai pu entendre. Bien sûr, j'ai eu peur. J'ai mon téléphone à la main, j'ai un policier qui me braque, qui se cache. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que moi aussi, je suis armé? Ça veut dire qu'on va tirer dès qu'on a un angle? Mais bien sûr, j'ai peur. Les gens qui doivent me protéger me braquent. Donc oui, j'ai peur. Gérald Darmanin a demandé au préfet de police de Paris de suspendre les 3 policiers en question. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Le ministre de l'Intérieur sera l'invité ce soir du journal de 20h de France 2. Il s'exprimera sur cette affaire et devrait aussi rendre publiques les conclusions de l'enquête de l'IGPN sur l'évacuation lundi soir donc d'un campement de migrants, place de la République à Paris. Tout avait été dit, ou presque, mardi soir par Emmanuel Macron. Alors ce matin, Jean Castex et ses ministres ont apporté des précisions aux annonces. On ne parle pas déconfinement, mais allègement du confinement. Outre les commerces qui vont rouvrir ce week-end, les auto-écoles pourront reprendre les cours de conduite et les visites immobilières pourront reprendre. Pas de changement en revanche pour les stations de ski. Les remontées mécaniques resteront fermées pour les fêtes de fin d'année. Idem pour les cérémonies religieuses. Jusqu'au 15 décembre, la jauge reste à 30 personnes par cérémonie, quelle que soit la taille du lieu. Ce qui met en colère Monseigneur Marc Hayet, c'est l'évêque du diocèse de Bayonne. Je suis sidéré. On ne comprend absolument pas cette obstination du Premier ministre à nous imposer une règle qui est absolument inapplicable.
30 personnes dans une cathédrale, vous imaginez le nombre de croyants qui attendent la messe. Je trouve intolérable que l'on puisse ainsi mépriser des millions de croyants pour qui, comme si la vie religieuse, la vie cultuelle, n'avait pas d'intérêt dans la nation. Les catholiques sont peut-être moins nombreux qu'autrefois, ils sont nombreux mais à pratiquer moins nombreux, mais nos églises, dans certains endroits, sont pleines. C'est discriminant, si vous voulez. Quels sont les critères de sélection que nous allons devoir utiliser pour permettre à 30 heureux élus de participer à la messe sur l'autorisation du gouvernement? Enfin, c'est ubuesque. Nous sommes dans une dictature sanitaire qui devient une dictature tout court. Des propos recueillis par Frédéric Carbone. Parmi les autres précisions annoncées en fin de matinée, une loi en préparation sur le dossier de l'isolement des personnes positives, la politique vaccinale de la France qui sera détaillée la semaine prochaine. On devrait savoir aussi courant décembre comment le gouvernement envisage nos rassemblements de Noël et du Nouvel An. Et puis une aide pour les permittents et les saisonniers prévus. Pour le volet de la culture, Roselyne Bachelot, la ministre, a confirmé la réouverture des salles de spectacle et de cinéma le 15 décembre. La ministre qui a apporté une précision par rapport au couvre-feu. Les séances et spectacles devront être terminés à 21h, heure du début du couvre-feu. Le billet servira de sauf-conduit. De quoi rêvez-vous pendant cette pandémie? C'est le projet insolite du Museum of London, recueillir les rêves des Londoniens liés au coronavirus. Il s'agit à travers ces témoignages de connaître l'impact mental de la pandémie. C'est la première fois qu'un musée comme ça va recueillir des rêves. Alors eux, comment rêvent-ils seuls en mer? Les marins du Vendée Globe, il ne reste plus que 2 ce soir à ne pas avoir franchi le poteau noir. Chirichi et Bayou. À l'avant, Charlie Dalin s'approche du Cap de Bonne-Espérance, talonné par Thomas Ruyant. France Inter, il est 17h06. Ce soir sur France Inter, Marilène Patou-Matisse et Pascal Pic sont dans leur bleu. 20h, Laura Adler. La femme était-elle dès la préhistoire l'avenir de l'homme? Deux grands préhistoriens, à l'occasion de leur publication, vont s'affronter sur ce sujet. L'heure bleue, l'espace des possibles. Du lundi au jeudi, sur France Inter, à partir de 20h. C'est déjà parti, c'est par Jupiter sur France Inter. Mais exactement, déjà, nous on attend depuis ce matin, Laetitia Gaillet. Oui, je comprends. Oh, c'était long, et maintenant il est 17h07, on est prêt, on est là, on y va. Allez, c'est Laetitia. Hop. 10h dans le bureau de Par Jupiter. Attends, notre invité c'est Miguel Bonnefoy. Miguel, c'est espagnol ça, non? Mais grave. Puis alors moi j'adore l'espagnol, c'est vraiment trop beau comme langue. Ah ouais, ça sent le soleil. La sangria. Les tapas. La sangria. Le gazpacho. La sangria. Oui, ben ça va, on a entendido là-haut. Hola, Guillermo. Hola, Giulietta. Salut les amis. Hola, Charline. Hola, que tal? Non, Ouais. comment ça? Mais non, c'est pas tal l'invité non. aujourd'hui. Sur un album? Non, c'est Miguel Bonnefoy. Dites-moi, ce gros pichet là, c'est pas un peu tôt pour la sangria? Ah ben on s'acclimate pour l'arrivée de Miguel dans Par Jupiter. Si, nosotros somos entrenados para Miguel en por Jupiter. Ouais, ça. alors s'entraîner à recevoir Miguel, ça consiste à lire son livre normalement. Non mais on en profite, comme Oui. on parle couramment la langue. Enfin moi j'ai fait espagnol LV3 au collège et Juliette elle a une copine qui a fait Erasmus à Malaga. Non. Si, Ouais. un pasito bailante, tia Carly. Ah, voilà, ça. ouais. Ouais, T'es ouais. bilingue dans le sens où tu parles parfaitement la vache espagnole en fait. Eh oh. Bon, alors pour l'instant, je préférais qu'on se concentre sur l'émission. Si, la émission. Con la concentración. Y passion. Émotion. Manuel Valls. Ah. Non, là, j'étais pas prête. Ouais, pardon. À la limite, François Fillon. Ah oui. Bon, ah mais oui, ça oui. suffit maintenant, oui. Miguel Bonnefoy, il est français et vénézuélien, mais il est pas espagnol. C'est pareil. Mais Pareil, c'est hein. pas pareil du tout. C'est comme si on confondait les Belges avec les Français et pendejos. Eh oh, tu restes poli, c'est pas la peine de nous traiter de penderie. En plus, ça veut rien dire. Mais si, je crois que ça veut dire stupide. Al trabajo. Ah, ça tu vois, j'ai reconnu. Ça veut dire au boulot. Buenos dias, la France Inter. Et bienvenido à l'ambassada de la rigolade. Nous voici la devise: qui vole un œuf finit plaqué au sol avec une clé de bras. Et oui, tout ça en 2020. Au sommaire, le peuple chilien a écrit une page de son histoire. Il va rédiger une nouvelle constitution. La révolution qui a éclaté il y a un an va déboucher sur une assemblée constituante composée de citoyens et des indigènes comptent bien y prendre leur part. Il y avait un Indien là. Il m'a semblé qu'il avait des lunettes.
Ça m'a paru bizarre cet Indien avec des lunettes. Le journal L'Équipe a titré « Dieu est mort ». En toute sobriété, le monde entier pleure et pourtant, en sus d'un immense joueur de foot, Dieu était aussi un amateur certifié d'alcool et de cocaïne, aux liens avérés à la fois avec la Camorra et tout un tas de dictateurs. Oui, mais voilà. Et en ce moment, une quarantaine de chercheurs s'affairent pour trouver de vieilles odeurs. Oui, l'histoire s'écrit aussi avec le nez. Historiens et chimistes tentent de reconstituer les odeurs du passé pour en faire un musée, une bibliothèque, qui pourra exposer par exemple l'odeur de la bataille de Waterloo. Allez-y, vous, sentez-la. Il faut oser se lancer, sinon vous progresserez jamais. Ah merde, De quoi? elle sent les pieds. Et à mes côtés aujourd'hui, la sélectionneuse de l'équipe, c'est Juliette Arnaud. Oui, j'ai sélectionné une équipe qui est en grand deuil, avec d'abord celui parce que la nature a horreur du vide, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Diego s'en va, lui ressuscite, et lui, c'est bien sûr Aymeric Lompré. Yo Yo également, Aymeric. Alors? Eh ben aujourd'hui j'ai fait une chronique, ça va, bien. Waouh, Génial. on a hâte. Ensuite, celui qui s'inspirant du tatouage de Maradona représentant le visage mythique de Che Guevara s'est fait faire cette nuit, celui du visage de Philippe Poutou, à un endroit que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Guillaume Meurice. Bonjour à tous, je vais vous parler écologie aujourd'hui et de la proposition de loi contre les écocides proposée par le gouvernement. Je suis allé voir les Français qui sont assez optimistes. On a le choix entre mourir doucement et mourir vite. Bon, c'est pas dingue quand même au niveau de l'optimisme. Super programme. Ouais, oui, je vois ce que vous voulez dire. Enfin, celle qui, dès hier à la triste annonce, s'est exclamée « Bon sang, mais révisez vos classiques !» Michel Berger l'avait prédit il y a bien longtemps que Diego, déjà, était mort peut-être. Clara Dupont-Mono. Bonsoir à tous. Je vais parler du livre de notre invitado. Waouh. Oh là là, ce choc des cultures. Dans le n'importe quoi. Incredibile. Oh là là là, voici celui qui nous fait l'honneur d'être resté déjà depuis 3 minutes et qui va nous faire enjamber cette flaque qu'est l'océan Atlantique pour nous emmener au Chili. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Miguel Bonnefoy. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupidémie. En revanche, je crois qu'on dit Miguel. Bon, l'espagnol LV3 va se calmer parce qu'on a ici quand même la honte. Un franco-vénézuélien avec nous qui nous emmène au Chili. Miguel Bonnefoy, bienvenue. Votre roman Héritage, publié chez Rivage, est l'un des coups de cœur de Clara Dupont-Mono, qui nous a dit il faut absolument que vous invitiez ce garçon. On est ravis que vous soyez avec nous. Vous racontez ici une famille sur plusieurs générations. Chaque chapitre a un prénom. C'est une galerie de portraits qui se succèdent et font avancer à toute allure l'histoire de cette famille. L'histoire du Chili aussi et de l'Europe et de la guerre. C'est le pionnier de ce récit, c'est Lonsonnier, le vieux. Lonsonnier qui quitte le Jura à la fin du 19e siècle avec un pied de vigne dans sa valise pour s'installer au Chili. Une sorte de métaphore car votre roman, il y a une arborescence familiale dedans, comme ce pied de vigne qui va être planté. Le tout premier personnage, celui qui fait jaillir cette arborescence, le premier Lonsonnier, est-ce que c'est à partir de lui que vous êtes parti, ou est-ce que vous êtes allé le chercher, ou alors c'est ailleurs, vous êtes allé chercher une branche, une bouture? Oui, bien vu, ouais, j'aime beaucoup l'analogie que vous faites avec l'arbre généalogique. Eh bien, sans doute, je suis allé chercher une des dernières feuilles comme ça, peut-être même une des pousses, puisque j'ai commencé le livre par la fin. Je voulais absolument pouvoir rendre hommage à mon père, qui lui avait été torturé dans les dictatures de Pinochet, à Villa Grimaldi, puis ensuite envoyé en prison, puis en exil à Paris. Et c'est là où, en s'installant en Europe, plus exactement à Barcelone, il a écrit un récit de sa torture qui s'appelle Relato nel Frente Chileno, et il le publie dans une petite maison d'édition catalane qui s'appelle Blume, clandestine. Pour l'anecdote d'ailleurs, la seule dépêche, la seule revue de presse qu'il a est dans une revue pornographique catalane. Bon. À la toute fin, il y a une page qui sont sur les actualités culturelles et apparaît en tout petit une colonne avec une photo où apparaît mon père à 17 ans avec son livre à la main. Habillé quand même? Et non, il est cagoulé, figure-toi, voilà. Parce qu'il n'a pas envie de montrer son visage. Et à ce moment-là, pour protéger sa famille, c'est-à-dire les Bonnefoy qui sont restés à Santiago, au Chili, il décide de prendre un pseudonyme, Hilario Da. Et donc je décide tout simplement de prendre le pseudonyme de mon père pour faire le nom du personnage et de me dire que je vais réduire ce livre de témoignages de 300 pages à en faire
2 ou 3 chapitres. Mais finalement, je me rends compte que ce serait plus intéressant de savoir d'où vient ce Hilario-là. Et alors, je me dis, je vais écrire la génération suivante, Margot. Puis finalement, ce serait intéressant de savoir d'où vient Margot. Et je dis, je vais écrire la génération suivante, Margot. Puis finalement, ce serait intéressant de savoir d'où vient Margot. Et donc, la génération suivante. Et ainsi, 4 fois. Et je me suis rendu compte, en effet, que le premier de cette longue lignée, de cette dynastie, était parti, en effet, du Jura pour le Chili en 1873, c'est-à-dire exactement un siècle avant que mon père, lui, soit exilé en 1973 au lendemain du coup d'État depuis Santiago jusqu'à Paris. Et donc tout à coup, de la même manière qu'une foudre tape un nuage et en une seule fraction, tu as toute l'architecture du nuage et puis de nouveau ça tombe dans l'obscurité, j'ai vu la possibilité du roman circulaire, un siècle de guerre mondiale, une dictature et en effet ce cercle parfait d'une migration à une autre. Alors vous dites que le terreau de ce texte a été donc l'histoire de votre père. Un des passages moi, qui m'a le plus marqué, il est plutôt vers la fin, au moment de la dictature, quand Hilario Da, le personnage en question, est séquestré, torturé. Et il y a des scènes d'une cruauté très précise, assez insoutenable, notamment la scène où les gardiens demandent aux détenus de leur faire des blagues parce qu'ils s'ennuient le soir de Noël, les simulacres de condamnation à mort. Est-ce que ça, vous le tenez de votre père? Et si oui, c'est donc qu'il a réussi à vous transmettre ça. Normalement, ce sont des choses qui sont difficilement transmissibles. Hélas, oui, c'est la partie la plus véridique du livre. Moi, j'aurais tellement aimé pouvoir vous dire aujourd'hui que c'est la partie la plus fictive et la plus imaginative. Mais malheureusement, j'ai été fidèle et loyal à la réalité. Dans le livre, non seulement il parle des fausses exécutions, il parle en effet des électrochocs au niveau du gland, des testicules, comme ça, de l'anus, mais énormément, et il revient sur cette scène dans laquelle les geôliers avaient aussi une torture psychologique, d'être sans cesse en train de demander aux prisonniers, aux forçats, non pas d'être juste forçats, mais également comme de participer à la bonne ambiance du centre de torture. Et il raconte en effet qu'il y a cette scène dans laquelle un dimanche de pluie, il demande aux forçats de faire une blague, personne ne connaît de blague, et au moment où le geôlier fâché, comme ça, en colère, décide rageusement d'entrer dans la cellule pour prendre quelqu'un et l'emmener dans une séance d'interrogatoire, s'élève un chant d'espoir. S'élève donc Volver de Carlos Gardel. Alors, moi j'ai eu la chance, ou pas, après c'est pas à moi de la juger, d'avoir en effet un père qui est un homme participatif, qui est un homme généreux dans sa parole, un homme extraordinaire, et qui, parce qu'il a écrit le livre et qu'il a fait un système cathartique dans lequel il a fait passer sa noirceur, dans la noirceur des personnages, dans lequel il a pu sortir le minotaure qu'il avait à l'intérieur pour le mettre dans le labyrinthe de son livre, eh bien ça a fait en effet qu'à table, il a toujours parlé avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de simplicité, beaucoup presque de légèreté sur la dictature de Pinochet et tout ce qu'il avait vécu. C'était une manière de dire, eh bien voilà, dans la mémoire générationnelle, c'est important que ce soit transmis et peut-être un jour, ce sera la graine pour que tu fasses ta propre arborescence. Juliette. Dans votre livre, les hommes s'empoignent très fort avec la terre et les hommes, que ce soit Lazare dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, Hilario Da dans les geôles de Pinochet, et les femmes ont une obsession pour foutre le camp. S'envoler. Elles ont toutes des ailes, ou elles sont fascinées et vivent avec les oiseaux, ou elles ont la fascination des avions. C'est quoi ces femmes aériennes? C'est très beau, oui, mais merci beaucoup en effet. Enfin, on lui a soufflé. Hein. Oui. Les femmes entre elles, hein, qu'est-ce que vous dites, Miguel? Non, mais c'est Dieu qui m'a soufflé. Répondez. Maradona, bien sûr. Bravo. Bravo. Eh bien, absolument. Et par rapport au personnage de Margot, moi, je me suis inspiré sur Margot Duhalde, qui est une aviatrice franco-chilienne qui a véritablement vécu, qui est née à Santiago, mais fille d'immigrés français, et qui, en effet, a suivi l'appel de Gaulle, est arrivée en Angleterre, s'est battue contre les Allemands et finalement est revenue couverte de médailles. Et aujourd'hui, il y a un musée et une école d'aviation qui porte son nom. Je voulais lui rendre hommage, donc pouvoir récupérer ce personnage, le modifier, éliminer certaines choses, en rajouter d'autres, le façonner à ma manière pour pouvoir l'ancrer à l'intérieur de la mélasse des autres personnages. Mais bien entendu, si tu décides qu'un personnage a tout à coup la vocation de l'aviation, ça ne peut pas arriver tout à coup d'une manière transcendante et soudaine comme un dieu grec. Sinon, au contraire, il faut que tu aies l'astuce narrative pour pouvoir injecter ça en mettant des petits inserts. Donc je me suis dit que ce serait beau que sa naissance ait une sorte de quelque chose d'oraculaire, comme ça, quelque chose du présage, et qu'elle naisse par exemple au cœur d'une volière, pour qu'on ait déjà l'idée, si tu veux, des ailes, et qui, elle, plus tard, fera son oiseau de métal. Donc,
Pourquoi une volière ? Eh bien parce que sa mère, elle, était dans les faucons. Et donc pourquoi la mère était dans les faucons ? Eh bien parce que son père, en effet, lui, faisait de la musique, etc. Et donc finalement, on revient à cette première question que tu posais tout à l'heure. Ouais. Est-ce que le livre a été écrit de la première à la dernière ligne ? Eh bien, au contraire, plutôt de la dernière à la première, c'est-à-dire qu'il a été construit un peu en marche arrière, en me disant que chaque personnage devait être la conséquence de ceux d'avant. Et ça s'intitule Héritage. Miguel Bonnefoy, c'est publié chez Rivage. On a beaucoup aimé. C'est pour ça qu'on arrive à en parler clairement. Généralement, c'est un indice. Allez, pour toi, Diego Armando, voilà Manu Chao avec un de ses plus beaux morceaux. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola. Que se viva flor de piel. La vida tombola, c'était Manu Chao. Qui est musique d'ailleurs que Manu Chao a composée pour Miguel Bonnefoy. Pour le film de Courturica. Voilà. Oui, très, très beau moment en effet où ils font l'interview ensemble et lorsque Maradona sort, Manu Chao l'attend accoudé à une sorte de mur peint et lui chante La vida es una tombola comme ça. Voilà. On va en reparler tout à l'heure, bien sûr, d'autant plus que vous avez vécu en Argentine. Autour de la table, Juliette, pour entourer Miguel Bonnefoy. Eh bien, celui qui a rompu son exil dans les Cévennes pour venir jusqu'à nous, Émeric Lomprey, il sera suivi de très près par son meilleur ami, Guillaume Meurice, et enfin Clara Dupont-Mono. Allez, le journal. Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Le journal de presque 17h17. C'est extraordinaire quand même. On ne se bidonne pas. Mais c'est quand même une blague qui donne à penser. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on reviendra sur la mort de Maradona. Et on parlera donc de la main de Dieu. On reviendra sur les violences policières. On parlera donc de la main dans ta gueule. Et de Gérald Darmanin. On parlera de la main au cul. Oui, on a compris. Oui, on avait compris. Allez, c'est parti. Je suis pas sûr que vous ayez compris. Ah, si, je crois, oui. On voit bien l'idée. Oui. On commence par les violences policières. Non. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, Charline. Ok, donc on passe à la suite. On passe à la suite. Il y a pas de... Vous dites n'importe quoi. Très bien. Invité sur France Info ce matin, François Bayrou a réagi à l'évacuation du camp de migrants de lundi soir. Ces images, elles vous ont choqué, François Bayrou ? Les images de l'évacuation place de la République ? Oui, je les ai vues, je trouvais qu'elles n'étaient pas ce qu'on souhaiterait. Mais enfin, en même temps, il n'y a pas eu de blessure, il y a eu une bousculade. Voilà, la bousculette, comme on dit. Et après, il a rajouté que mai 68, c'était une distribution de câlins gratuits. Et la guerre du Vietnam, c'est un concours de ballons prisonniers. Politique toujours. Pour Olivier Faure, Gérald Darmanin est un gesticulateur qui ne résout rien. Oui, et pour Gérald Darmanin, Olivier Faure... Attends, c'est qui Olivier Faure en fait ? Politique toujours. Le Parti socialiste cherche un nouveau nom et François Hollande propose de rebaptiser
socialiste. Oh le génie! Oh le génie! On sent quand même le gars qui a du temps libre. Mais je veux dire, voilà, c'est un mec comme ça qu'il nous faudrait comme président de la République. Ça se sent, quoi. Ouais. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. On enchaîne. Allez. Oui. Football à présent, l'OM a battu un record en Champions League hier avec une 13e défaite consécutive. Ah bah voilà, c'est bon. Voilà. Quoi ? Et bah le nouveau nom du PS, l'OM, au niveau des défaites, ça Oui, colle. vous avez raison, tout à fait. Voilà. Les professionnels des stations de ski demandent au gouvernement la réouverture et lors des annonces du plan de déconfinement, Jean Castex est revenu là-dessus. Mais bien entendu, il sera loisible à chacun, chacune et à tous de se rendre dans ces stations pour profiter de l'air pur de nos belles montagnes, des commerces, hors bars et restaurants qui seront ouverts. Voilà, ça c'est bien. Attendez, Charline, c'est pas fini. Comment ça ? Bah si, les stations de ski, elles vont rouvrir. Elles vont ouvrir, certes, mais... Ouais. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public. Voilà. Tous les restaurants seront ouverts dès demain, mais il sera interdit de manger dedans. Toutes les discothèques aussi, mais il n'y aura pas de musique. Okay, ouais. Toutes les piscines, mais on ne pourra pas se baigner. Oui, c'est bon là, ça d'accord. Et tous les centres équestres seront ouverts, sauf pour les chevaux. Oui, Par contre, on n'a pas le droit d'y aller. Vous avez compris là ? Oui, j'ai compris, oui. Parce que moi, je pige plus rien, donc c'est pour ça que j'essaie de... Voilà. Déconfinement, Roselyne Bachelot l'a annoncé, l'enseignement du chant est jugé trop risqué et ne pourra donc pas reprendre le 15 décembre. Ouais, pas trop dur, Charline, ça ? Moi, j'ai pas besoin de cours de chant, moi. Non, ça je sais bien, mais vous en donnez là, des cours de chant, je pense. Vous vous moquez là ? Non ? Bon, on enchaîne. Oui, Malgré le couvre-feu, une tolérance sera accordée pour les gens qui vont au cinéma et pourront rentrer après 21h. Oui, alors sauf si c'est pour le dernier film de Franck Dubosc, parce que là, personne ne vous croira que vous êtes resté jusqu'à la fin. Donc. Du sport avec Diego Maradona, qui est mort hier, immense joueur qui a inspiré les plus grands. Ouais, c'est vrai que dans sa carrière, il a pas mal inspiré par le nez. Oui. Justin Trudeau, Trudeau a été victime d'un canular monté par 2 Russes qui se sont fait passer pour Greta Thunberg. Ah oui, ça c'est terrible. C'est arrivé à Emmanuel Macron, ça aussi. Hein. Ah bon ? Comment ça ? Ah bah il s'est fait piéger par une personne qui lui a fait croire depuis des semaines qu'elle est Barbara Pompili. Disney prévoit la suppression de 32 000 emplois dans le monde au premier semestre 2021. Bienvenue à l'attraction Pôle emploi. Tu rentres en pensant trouver un boulot et tu fais une formation pour refaire ton CV. Voilà, c'est une sorte d'énorme ascenseur émotionnel. Oui. Merci Guillaume Meurice. Allez, Miguel Bonnefoy est en notre compagnie et on va parler des Chiliens qui se retrouvent devant une page blanche pour écrire leur nouvelle constitution. Elle avait été à peine améliorée depuis Pinochet. Au bout de la révolution qui a éclaté l'an dernier, il y a eu un référendum. Il en est sorti la volonté de créer une assemblée constituante formée uniquement de citoyens qui réclament plus de justice, plus d'éducation et d'environnement. Ben voilà, il ne reste plus qu'à la rédiger cette constitution. Article 1, à manger pour tous les gamins, la confiture plein leur sourire, les joues gonflées, les poches remplies, plus de martyrs. Article 2, on veut plus que des gamins heureux, plus de coca, sur leur caboche, plus de parents fous, et puis c'est tout. Alors c'est nous qu'on refait la constitution. On prend des bouts qu'on évacue, les plus jolis sont recousus. Le duo père et fils qui chante la Constitution, voilà, tout est à faire. D'abord, rapidement, ce serait quoi votre article 1, vous ? Ah oui, eh bien sans doute que... Peut-être l'environnement Oui, je pense à l'eau surtout. C'est l'eau au Chili est pratiquement toute privée. Il y a une sorte de privatisation absolument affreuse de l'eau, si bien que n'importe qui peut, en se promenant dans la forêt, sur les robes de la cordillère, dire « ce fleuve ». Je l'achète. Donc imagine-toi ce que ça signifie, même à une période de Covid ou de Corona, dans laquelle on demande à tous les Chiliens de toujours, pendant 14 ou 15 fois par jour, se laver les mains. Ils demandent, mais avec quelle eau ? Avec l'eau que vous avez privatisée. Donc non seulement il faut qu'on se lave les mains, mais il faut en plus qu'on paye pour l'eau que vous avez privatisée. En France, on aurait un fleuve Bolloré, un fleuve François Pinault. On voit très bien, ce que ça pourrait donner. Ça. Donc imagine-toi, c'est ça. Je pense que je commencerai par l'eau. Au commencement était l'eau. Alors le peuple chilien, il a ce qu'on dit une page blanche devant lui. Est-ce qu'il est face à un grand saut démocratique ? Oui, sans doute, absolument. Alors bien sûr, moi je ne suis pas politologue, je ne suis pas économiste, mais ce qui est magnifique à voir dans ce qui s'est passé, dans cette espèce de révolte ou ce soulèvement chilien, eh bien, c'est que c'est venu de la rue. Souvent, parfois, les constitutions sont dictées, sont écrites parce que tout à coup, soit les partis politiques, soit les gouvernements décident de manière un peu autocratique de changer de constitution. Mais ici, il n'aurait pas touché une seule virgule s'il n'y avait pas eu, en effet, les révoltes de janvier. Et donc, quelque part, c'est beau de se rendre compte qu'au-delà de l'Assemblée constituante, au-delà de voir si ça va être mixte ou pas, au-delà de tout ça, eh bien, c'est venu, en effet, des assemblées de rue.
c'est venu de ce qu'on appelle les cabildos, c'est venu des mouvements sociaux, c'est venu en effet de la petite militance, c'est venu des syndicats, et c'est véritablement la voix du peuple qui s'est fait entendre. Peut-être et c'est ça, c'est rare. C'est peut-être inspirant pour le peuple français en ce moment. Ah ouais, non, et moi, imagine-toi, je ne vais pas vraiment m'avancer sur ce genre de choses, c'est ça, parce que tu peux imaginer que c'est délicat. Et puis, pour comprendre la réalité présente d'un pays, il faut comprendre son passé. Le passé de la France et le passé du Chili, ou le passé du Venezuela, ou le passé de l'Italie n'ont absolument rien à voir. Donc, naturellement, pour imaginer l'avenir, eh bien, tu ne peux pas te poser sur les mêmes bases, parce que ce n'est pas non plus la même fange. Bien sûr. Et d'ailleurs, nous avions reçu Carmen Castillo, la documentariste, au moment de la révolution au Chili. Donc, si vous voulez réécouter cette très belle émission, n'hésitez pas. Pour terminer, il y a aussi les autochtones qui sont, même dans votre roman, on voit un peu les marginaux. Et là, ils pourront sans doute prendre part. Absolument. Eh bien, il y a deux voix. Il y a d'un côté ceux qui disent que dans cette assemblée qui va se faire, cette assemblée constituante, ils sont 155 et qu'il faudrait en effet donner, par exemple, 25 sièges de plus au premier peuple, aux autochtones, que ce soit les Mapuches, que ce soit les Aymara, que ce soit les Rapa Nui, et donc augmenter les sièges à l'Assemblée. Et le gouvernement, au contraire, ce qu'il dit, c'est qu'il faut garder les 155 et donc ne mettre que 10 ou 15, comme ça, de mémoire, autochtones qui soient là. Donc, bien entendu, c'est toujours la bataille, c'est toujours la lutte, c'est toujours le combat entre deux récits, entre deux fables, c'est ça, entre deux points de vue, entre deux allégories d'un pays. Et ça va être donc, passionnant on va voir ce qui va se passer. Ouais. Mais malheureusement, et je pense que le péril et le danger est là, de tomber dans ce qu'ils appellent le gato parvismo, c'est-à-dire cette métaphore un petit peu du guépard, c'est-à-dire de changer quelque chose, mais pour ne rien changer. C'est-à-dire que tout soit une sorte de gigantesque mascarade. En France, on connaît très bien. Tout le monde, en Afrique aussi, partout. C'est un grand universel. classique, absolument. Voilà. Très bien, c'est passionnant ce qui se passe au Chili, on va suivre d'un peu plus près, effectivement. Émeric Lompré, lui, revient des Cévennes, et on est très, très, très impatient de vous retrouver, Émeric. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu. Ouais, je suis super content de vous revoir en cette drôle de période. C'est Charline, elle m'a dit qu'elle me préférait me voir en plateau, hein, et moi je lui ai dit, ça va, je prends un fromage. Après, ça marche aussi avec des fruits de mer. Et putain, j'ai plus d'idées pour mes chroniques. On est en quel mois là? Novembre. Ouais. Putain, mais en mai, je vous parle de mes chaussures. Bon, allez, vous avez vu l'actu, les migrants, le Covid, la pénurie de raclette. Ah, l'actu, il y a trop. C'est un raz-de-marée d'actu. Vous prendrez bien un petit peu d'actu? Ah, ça va, j'en ai déjà pris 2 fois. Et donc, alors, je me suis acheté une nouvelle godasse. Elles sont super confort. Hein. C'est des sneakers. Tout le monde dit sneakers. Moi, j'essaie pas de dire sneakers parce que ça me donne faim. Putain, mais de quoi je vais vous parler en mai, moi? Bon, tant pis, allez, voilà, tant pis, pardon, je vais vous faire une chronique de base. Hein, oui, faites ça plutôt. Oui, tu vas voir, Charline, c'est vraiment le rez-de-chaussée de la chronique. Hein. C'est ce qu'on fait quand on n'a pas d'idée. Voilà, je suis allé interroger les gens dans la rue et j'ai demandé des conseils. Il y a un ami qui fait ça très très bien, c'est un cadre dans le domaine. C'est Jean-Yves Lafesse. Et Jean-Yves, il m'a expliqué le concept. Il m'a dit, c'est très simple, il faut trouver un endroit où les gens sont pas d'accord avec toi, genre par exemple des vestiaires pour filles, et ensuite tu vas les interroger. Je suis donc allé, vous êtes prêts? Je suis allé au salon de l'agriculture pour voir ce qu'ils pensent des végétariens. Magnéto. Bonjour monsieur, je travaille pour France Inter. Qu'est-ce que vous pensez des végétariens? C'est clairement des fiottes. L'être humain, ça a toujours été un prédateur. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Ouais, mais l'être humain n'a pas toujours autorisé les femmes à voter. C'est pas pour autant que c'était une bonne idée. Ouais. Non, je m'en veux d'avoir pris cet exemple. Ouais, c'était pas le meilleur. Alors, bonne journée. Bonne journée. Comme vous voyez, c'est pas si simple à faire. Et avec un peu d'entraînement, on peut y arriver. Allez, j'y retourne. Cette fois-ci, je me suis rendu à un meeting de Gérard Darmanin pour rencontrer des sympathisants. Magnéto. Bonjour monsieur, je travaille pour France Inter. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui bénéficient des allocations familiales? C'est clairement des fiottes. L'être humain, ça a toujours été un prédateur. Je vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Ouais, mais l'être humain n'a pas toujours autorisé les femmes à voter. C'est pas pour autant que c'était une bonne idée. Vous étiez pas au salon de l'agriculture, vous, tout à l'heure? Ok, on coupe. Ah là, mais ils sont vraiment pas gentils, les sympathisants. Et enfin, je suis allé au salon de l'armement pour voir ce qu'ils pensent de la paix. C'est parti, Magnéto. Bonjour monsieur, je travaille pour France Inter. Ah, ma jambe. Et pour finir cette chronique micro-trottoir, j'ai décidé d'interroger le docteur Delvin, spécialiste des blessures par balle. Magnéto. Bonjour docteur, je travaille pour France Inter et j'ai reçu une balle là dans la jambe.
et ça fait super mal. Vous êtes clairement une fiotte. Un être humain, ça a toujours été un prédateur. Alors je vais vous soigner, mais après, il va falloir cesser de me suivre partout. Ok ? Ok, voilà. Donc, mon conseil pour réussir un bon micro-trottoir, interviewez des gens différents, sinon ça finira par les énerver. Prenez soin de vous. Aymeric Lompré, merci. Avec J'ai cru reconnaître la douce voix de Pierre-Emmanuel Barré. Oui. Salut, qu'on embrasse très très fort. Merci, vous faites une bien belle équipe pour vous payer la tronche de Guillaume Meurice. Bravo. C'est un Bravo. plaisir. Miguel Bonnefoy est avec nous pour son roman Héritage. On va en reparler, bien sûr. Et on va écouter David Walters, parce qu'on aime beaucoup aussi David Walters, avec Manier. Saoudi moins, souris pas moins, dansez pas moins, ou trapez moins, montez paré, paré souris, paré saisi, paré vivli. Manye, ni un bagage qu'a fait moins de son bel état, un bagage en chair qu'a fait moins pète fois. C'est comme ça, toi et moi, c'est comme ça. Vous écoutez France Inter par Jupiter en compagnie d'un jeune écrivain talentueux qui s'appelle Miguel Bonnefoy. Son roman s'intitule Héritage, paru chez Rivage. Miguel, vous avez fait 2 masters en littérature. Il y en avait un sur Aragon et l'autre Romain Gary. Mais dans la littérature, la littérature plutôt hispanique, que ce soit Espagne ou latino-américaine, quelles sont vos grandes figures, votre Aragon, votre Romain Gary? Oui, eh bien, je dirais peut-être Alejo Carpentier, l'écrivain cubain. J'ai énormément lu de Alejo Carpentier et ça a été très important pour moi parce qu'il y a à la fois une luxuriance, quelque chose de baroque, de très lyrique dans son écriture, et d'un autre côté, on ressent cette rigueur de l'architecture narrative française, puisqu'il a vécu très longtemps en France, il est mort à Paris. Mais je pense bien sûr aussi à Cortázar et à Borges, puisqu'ils sont eux aussi dans un combat perpétuel, parce que l'un était un peu l'écrivain de la bourgeoisie et l'autre du peuple. On dit Borges, pourtant... par contre. Ah oui, c'est hyper mal. Georges Semprin. Oui, c'est ça, oui, Semprin. Et Cortázar qui a vécu en France aussi. Et Cortázar, en effet, qui s'est auto-exilé à la dictature de Videla, à la dictature argentine, il s'est auto-exilé. Et il a d'ailleurs une nouvelle délicieuse qui s'appelle La Casa Tomada, dans laquelle il fait une des plus belles métaphores de l'exil. Donc je ne sais pas si on a le temps d'en parler ici. Je ne veux pas du tout vous voler. Nous, l'exil, on n'aime pas trop ça. Hein. Eh bien, voilà. On plaisante, bien sûr. Voilà, naturellement. Vous les recommandez, en tout cas. Absolument, La Casa Tomada. Et je pense bien entendu aux Vénézuéliens, comme que ce soit Rómulo Gallego, que ce soit Gustavo Pereira, que ce soit Luis Alberto Crespo. Mais voilà, dans mon cœur, il y a eu Miguel Ángel Asturias, Vargas Llosa, Neruda, Bolaño, Jorge Edwards. La liste est longue, j'ai l'impression. Oui, vous avez énormément lu. Absolument. Carlos Fuente, Juan Rulfo, les 2 Mexicains immenses. L'émission, c'est jusqu'à 18h, hein, Miguel.
Miguel Bonnefoy avec nous. Guillaume Meurice. Oui. Vous c'est la rue, hein, comment dire. C'est ça, c'est la rue. Vous allez bien? Oui. J'ai rien entendu, vous allez bien? Ouais, moi aussi, quand j'ai pas d'idée pour commencer une chronique, je m'inspire des plus grands. On va parler écologie aujourd'hui. Le gouvernement s'engage, ils veulent créer le délit d'écocide pour lutter contre la pollution. Alors la pollution sonore ne sera pas concernée, donc Juliette, vous êtes tranquille avec ça, vous pouvez continuer à rire normalement, même si ça provoque les décollements de racines de notre patronne Laurence Bloch, ça sera toléré quand même. Mais pour le reste, il prévoit des sanctions. Alors, je serai la nature, je déboucherai pas le champagne tout de suite, parce qu'il y en a deux qui s'en occupent au gouvernement. Barbara Pompili, la tueuse d'abeilles, bégon jaune, comme on l'appelle dans le milieu, et Éric Dupond-Moretti, qu'on aime d'amour, un cœur avec son fusil de chasse. Voilà, donc les Bonnie and Clyde du greenwashing sont à la manœuvre. Qu'en pensent les Français? Je suis allé les voir ce matin. Et il y en a quand même pas mal qui pensent qu'on en fait déjà trop avec l'écologie. Oh, mais 10 fois trop. 10 fois trop? 10 fois trop, mais bien sûr, moi je suis née à la campagne, vous savez. Et puis, relisez les livres du 19e ou même les confessions. Je viens de relire de Rousseau en 1719. Il disait cet été qu'il y avait une chaleur torride. Alors, bien sûr qu'on en fait trop, évidemment. Mais évidemment, il faisait chaud dans les livres de Rousseau. Donc c'est bien la preuve qu'on en fait trop. Dans Martine à la plage, à un moment donné, il n'y a plus de biafine. Bah ouais, c'est bien la preuve. Dans les cercles de l'enfer de Dante, on crame. Je te raconte pas comment on crame là-dedans. Donc il faut quand même se détendre. Le réchauffement climatique, on en fait trop. Et en plus, il n'est pas de la faute de l'être humain. Certainement pas. Et comme j'ai dit à mes petits-enfants, je dis moi je regrette pas les dinosaures, il y aura d'autres espèces qui vivront peut-être avec 1 ou 2 degrés de plus. Et actuellement, il y a quand même tout un bataillon d'ingénieurs de l'INRA qui étudie pour avoir des plantes qui auront peut-être besoin moins d'eau, on n'aura peut-être plus les prairies. Peut-être que nous, les humains, on n'existera plus. Oh, si, bien sûr que si, moi je fais confiance à l'homme, mais ils s'en sont toujours sortis. Ils s'en sont toujours sortis, les hommes. Ben oui, vous avez un exemple de disparition totale de l'être humain sur la planète? Eh ben non, vous êtes comme des cons. Ils sont là, ils se regardent. Ben non, évidemment, on est là. On est là. Donc ça n'a aucune chance d'arriver puisqu'on est là. C'est logique. C'est de la logique. La dame, elle aime bien la logique. Elle est très scientifique, la dame. Pardon de vous le dire, mais on n'a même pas assez de scientifiques dans le gouvernement et dans ces gens-là. Vous croyez en la science, en fait? Évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un consensus scientifique qui dit que le réchauffement climatique, c'est de la faute de l'homme? Peut-être, probablement. Voilà, peut-être. Mais on s'en fout puisqu'il n'y a plus de dinosaures de toute façon. Il y aura d'autres espèces, il y aura des tomates qui n'ont pas besoin d'eau. Tout va bien. On en fait vraiment toujours trop. Arrêtez de paniquer, c'est un vrai problème. Et comment? Vous trouvez? Ça fait n'importe quoi. Alors, expliquez-moi ça. Si vous pénalisez les gens ici, vous êtes en train de favoriser les Chinois. Eh ben voilà, les Chinois. Putain, on les avait oubliés, les Chinois. Je suis sûr qu'ils sont derrière tout ça. J'ai vu Pompili faire ses courses chez Tang. Ouais, il y a un complot derrière tout ça. De toute façon, quand vous avez un problème, vous dites que c'est de la faute des Chinois. Alors, je sais qu'hier, Charline, dans ma chronique, j'étais un petit peu long. Vous savez où elle a été fabriquée, la pendule? En Chine, putain, c'est les Chinois. Ou alors c'est l'ultra-gauche. Ça marche avec l'ultra-gauche si vous êtes Blanquer. Donc, ce genre de loi, c'est quoi? C'est juste un fantasme écologique avec l'écriture inclusive, avec les gosses qui doivent avoir la même surface à l'école pour jouer, que ce soit au football ou à la poupée. Ils sont devenus fous, ces verts. L'écologie politique est une écologie d'extrême gauche, islamiste et très insupportable. Il y a un lien avec l'islamisme? Oui, ce sont des islamistes. J'avais oublié l'islam. Je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Mais comment j'ai pu oublier l'islam? Le lien, il est clair. Écologie, écriture inclusive, islam. Ben, c'est évident, le Coran, il est en écriture inclusive, on ne le sait pas. Zemmour, il ne le dit pas, ça. Il est d'origine algérienne, donc tu penses, il fait pas le malin. Là. Puis les écolos, ils veulent pas laisser toute la cour aux garçons qui jouent au foot. On va finir par se faire battre par la Belgique. Sans déconner, on en est là dans ce pays. C'est un complot. Ben ouais, regarde-les, c'est un complot belgeo-islamo-chinois, ça. Ah, il est temps de conclure. Qu'est-ce que ce monsieur fait de pas écologique? Mal trier mes déchets, par exemple. Ce que j'essaye de faire, quand même. Ah, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais je ne suis pas du tout anti-écologiste. Ah, mais est-ce que trier ses déchets, c'est pas un premier pas vers l'islam radical? Ah, pas du tout, heureusement. Bon, je l'ai signalé quand même. Au cas où je suis allé au commissariat. En plus, Darmanin, il est chaud en ce moment. Ce qui ne nous arrange pas d'ailleurs pour le réchauffement climatique, parce que je vous rappelle que c'est toujours Pompili et Dupond-Moretti qui gèrent. Allez, bonne fin du monde à tous. Merci Guillaume Meurice. C'est bon pour le moral comme chaque jour. On a hâte de vous retrouver. Miguel Bonnefoy avec nous. Juliette, vous avez choisi le sujet du jour.
De son vivant, Diego Maradona était entré dans la légende de son vivant. Un de ses surnoms était El Dios. À l'annonce de sa mort, c'est un émoi planétaire, c'est une surenchère dans la mythologie. Merci Miguel. Pensez donc, Dieu en personne était venu à son aide. Il avait vengé à lui tout seul l'Argentine humiliée par l'Angleterre pendant la guerre des Malouines. Et on avait fondé une église maradonienne. Mais quel était le secret de ce super-héros ? Il est midi dans la banlieue de Buenos Aires. Diego s'offre un petit déjeuner bien mérité dans le parc de sa villa. Après cette légère collation, le rituel est immuable. D'abord un arrêt cardiaque, le nez dans la rosée. Pas d'inquiétude, son entourage est habitué. Vient ensuite une séance de sport. Chaque jour, Diego s'offre un lâcher de journaliste, histoire de garder la forme. 16h, nouvel arrêt cardiaque, puis direction le centre d'entraînement. El Pibe de Oro dirige la séance d'une main de maître. 23h, une dure journée de labeur s'achève. Avant de rentrer se coucher, dernière rencontre avec de vieilles connaissances. Pour El Pibe de Oro, c'est l'heure de la pipée de Oro. C'était un sketch de 3615 Polyprod réalisé par Julien Emperère. On a choisi ce sujet pour vous, Miguel, pas parce que en 1986 c'était votre naissance et c'était l'année de la main de Dieu, pas parce que vous avez des origines sud-américaines, mais plutôt parce que vous êtes romancier. Et c'est votre point de vue de romancier qui nous intéresse. Comment et pourquoi, à votre avis, Diego Maradona est devenu de son vivant un mythe ? Je pense que ça a à voir essentiellement avec un contexte qui est politique et qui est historique, c'est-à-dire qu'il est né dans un moment où l'Amérique latine est sous la griffe de l'aigle impérialiste américain, au moment en effet où dans les années 70-80, toute l'Amérique latine est en train de sévir sous des dictatures, donc encore une fois il y a une sorte d'oppression, apparaît este pibe de oro, apparaît cette espèce d'enfant qui ressemble au Christ et qui, en effet, vous l'avez très bien dit, au quart de finale contre l'Angleterre, 4 ans après la guerre des Malvines, mais non seulement un but, parce que la Mano de Oro, la Mano de Dios, c'est un premier but, mais après, il met el gol del siglo. Et ces deux buts sont bien sûr la plus grande de toutes les réponses politiques et qui fait que tout à coup, il s'ancre, il s'incarne et il devient la figure du peuple qui se dresse, d'une voix des oubliés, d'une voix des silencieux. Il part ensuite en Europe, va à Barcelone. À Barcelone, on le traite de pesetero, c'est-à-dire, ça, c'est les Sud-Américains qui viennent ici juste pour gagner un peu d'argent et il se sent mal. Donc, il décide de partir à Naples. Ah oui. Et déjà, voilà, une équipe plus petite, plus familiale, comme ça. Oui, très familiale. Ouais, vraiment, l'idée même de la famille. Et en effet, tu as Naples comme ça qui commence à remonter petit à petit. Je vous rappelle en effet que Naples, à ce moment-là, lorsque Naples allait jouer contre Firenze ou allait jouer contre Rome ou contre les autres, tu avais les équipes adverses en Italie qui les appelaient, qui leur disaient « Bienvenue en Italie ». Convaincus en effet que les Napolitains, eux, étaient plutôt de l'autre côté de la Méditerranée. Et en effet, El Pibe de Oro, Maradona se retrouve à ce moment-là, juste à ce moment, et c'est lui qui va mener toutes ces choses. Donc, je pense en effet qu'on ne peut pas comprendre Maradona sans réellement comprendre tout le contexte politique d'un instant de l'histoire, tantôt en Amérique latine, tantôt en Europe. C'était un peu comme si aussi la part d'ombre, les parts d'ombre de Maradona ne faisaient qu'encore améliorer son mythe. Bravo, absolument. Comme des héros grecs, comme ça, comme des martyrs, ils ont des faiblesses, ils ont des fragilités, ils ont des blessures secrètes, et ça les rend encore plus humains, ça les rend encore plus poreux comme ça vis-à-vis de la douleur, de la souffrance. Il vient bien sûr d'une misère pas possible, donc si naturellement, tu vois, rend le côté un peu self-made man. Si. Et puis ensuite, ça a été un des rares hommes à se dresser face à la FIFA, un des rares hommes en effet à accompagner Fidel, à accompagner Hugo Chavez. Moi, en 2012, je l'ai vu au Venezuela quand il était à côté de Hugo Chavez pendant les dernières campagnes qu'il était en train de faire pour être président. Bueno, il aurait pu en effet aller s'asseoir à côté de tous les autres présidents qui, eux, étaient en train de dominer le monde. Il a décidé de s'asseoir à côté de ceux qui le subissent. Et maintenant, il est à la droite de Dieu et il dit non, c'est moi Dieu. Et voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Miguel Bonnefoy, revenons à votre roman Héritage avec Clara Dupont-Mono. Eh bien oui, Miguel Bonnefoy, votre texte parcourt donc une lignée d'exilés entre la France et le Chili. Alors ces exilés ne sont pas tous super équilibrés, c'est pour ça qu'on les aime d'ailleurs. Et la couleur qui teinte toutes les générations que vous décrivez est celle du déracinement. Mais bizarrement, moi, votre livre, je l'ai lu aussi et surtout comme le livre de l'enracinement.
non pas que j'ai l'esprit de contradiction, ne me surestimez pas, mais il me semble que peut-être par volonté ou alors par mécanique inconsciente de dire toujours le versant positif de la vie, je ne vous connais pas assez, mais il est surtout question dans votre livre de l'enracinement des déracinés. Parce que l'exilé zéro, celui dont on a parlé tout à l'heure, celui qui part le premier en 1873, il s'appelle Lonsonnier, il quitte le Jura pour le Chili. Pourquoi ? Parce que ces vignes sont dévorées de pucerons qui attaquent, je cite, les racines basses comme une dictature des sous-sols. Eh bien, arrivé au Chili, qu'est-ce qu'il fait ? Il replante ses vignes, il se replante, bien sûr, il apprend la langue, il se marie avec une femme française dont la famille a réussi à s'implanter au Chili en vendant notamment des parapluies. Donc, la lignée familiale, elle est d'emblée marquée, non pas par un exil, mais par un nouvel enracinement. Et c'est comme si cette prouesse, chacun la répétait à sa façon. Parce qu'ensuite, les enfants de Lonsonnier, ils naissent au Chili, mais ils en partent. Ils partent pour la France, pour y faire la Première Guerre mondiale, et ils font donc le chemin de l'enracinement à l'envers. Ils arrivent en France nés chiliens, et ils vont pousser l'intégration jusqu'à se battre avec l'armée française pour repousser les Allemands. Autre exemple de cet enracinement, il y a dans le jardin familial une volière dont vous parliez tout à l'heure. Elle a été installée par Thérèse, fille d'un trompettiste originaire de Sète qui a planté ses racines au Chili, Todavía. Et dans cette volière, on trouve des oiseaux dingues. Ils sont une centaine de 25 espèces différentes. Thérèse en est folle. Et un jour, la fille de Thérèse, Margot, décide de les libérer. Elle ouvre la porte, ils s'envolent tous. Et la nuit suivante, ils sont tous revenus. Comme les personnages, les oiseaux préfèrent leur nouvelle maison à leur racine natale. Et même la Margot en question, qui les libère, elle va céder à l'enracinement. Et pourtant, elle, on l'a dit, elle est aviatrice, elle aime l'espace sans frontières du ciel. Eh bien, le jour où elle peut partir du Chili, qui est étranglé par la dictature, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste sur le quai, elle regarde le paquebot s'éloigner, elle ne bouge pas, je cite, « sachant que rien ne l'attendait en Europe, hormis une foule capricieuse de souvenirs ». Eh bien, en lisant Margot, j'ai repensé à un très très beau texte de Milan Kundera qui s'appelle « L'ignorance ». Et il raconte, et c'est votre même sujet, il raconte l'impossible retour à la terre quittée. Eh bien, en restant immobile sur le quai, Margot justifie à elle seule le livre de Kundera. Parce que revenir quand on est parti, c'est difficile, se joue là une sorte d'affrontement entre sa terre d'adoption et celle d'origine. Et donc parfois, peut-être, il vaut mieux un enracinement heureux qu'un retour décevant. Et votre texte, pour moi, sous couvert d'exil et de déracinement, parle en fait d'ancrage. C'est un plaidoyer pour de nouveaux attachements, sans larmes ni culpabilité, avec de la mémoire sans nostalgie, conscient que, comme l'a écrit Kundera dans L'ignorance, qui a raté ses adieux ne peut attendre grand-chose des retrouvailles. Et cette phrase résume à elle seule tout l'état d'esprit de cette famille. Je vous redonne les références. Héritage de Miguel Bonnefoy est paru chez Rivage. Merci Clara Dupont-Mono pour cette lecture. C'est l'un de vos coups de cœur de l'année, oui. Miguel Bonnefoy. Merci Clara. Bravo, extraordinaire. Quelle belle manière de le voir. J'adore. Je trouve fascinant la multiplicité des lectures et de voir à quel point il y a différents points de vue dans un livre, comment un livre lui-même peut briller sur différentes facettes comme un diamant. Et je suis même tenté en effet de te voler cette idée de l'enracinement pour pouvoir la récupérer, la faire mienne. C'est prenable, c'est un espace libre. Ouais, l'enraciner alors dans un discours comme ça et essayer de la reprendre parce que je trouve que c'est vraiment absolument magnifique. Ouais, il a autant de vie que de lecteur ce roman, alors Miguel Bonnefoy. Exactement. Et on va aborder ce troisième sujet avec vous. Un musée des odeurs est sur les rails. Une équipe de chercheurs veulent créer une bibliothèque olfactive remontant jusqu'au XVIe siècle. Historiens, chimistes avec l'aide d'informaticiens vont fouiller le passé pour retrouver dans les textes, les tableaux, les images, tout ce qui a trait aux odeurs. La réunion de préparation est plutôt conviviale, je pense. Monsieur, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four. C'est brûlant. Oh, de dessert, c'est une bûche? Non, c'est Cloug. Ah non. Monsieur Prescovic, on a fini le dîner et c'est personne à partir. Non, mais il nous jetterait à la rue sans sucre, lui. Oh,
Le gâteau, il a fêté. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. Mais c'est parce que c'est très chaud. Les spottis fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent. Ah oui, comme une fosse septique, quoi. Voilà, pour retrouver l'odeur des sputzi, maintenant ce sera possible grâce à ce musée. Miguel Bonnefoy, votre quête étant d'aller rechercher les racines des choses. Est-ce que les racines ont une odeur? Est-ce que vous avez été tenté de reconstituer aussi le côté olfactif de la fin du 19e, du début du 20e, le Chili, etc. Eh bien, je trouve que peut-être dans certaines astuces, certaines ruses narratives, c'est vrai que pouvoir mettre quelques odeurs dans les livres permet de leur donner ce que Roland Barthes appelait l'effet de réel, une sorte de relief, une sorte d'épaisseur, et qui te donne l'impression d'y être tout entier. Donc parfois, ce sont des odeurs fausses. Ce sont des odeurs, en effet, que toi-même tu as inventées. Ouais. Par exemple, l'écorce de citron, au début du roman, dans le bain, qui évoque le déclenchement de la Première Guerre. Tout à fait. Et à jamais, cette odeur sera associée au déclenchement de la guerre et à la guerre. Exactement. Et voilà. Et c'est cette idée, en effet, d'injecter quelques odeurs dans des scènes pour pouvoir accorder et caractériser des personnages. Moi, j'avais fait une sorte de colonne avec plusieurs personnages. À côté, je leur avais mis des couleurs. À côté, j'avais mis des odeurs pour qu'à chaque fois, en effet, qu'un personnage est annoncé, il est annoncé avec une certaine matisse, une certaine palette de couleurs et une certaine palette d'odeurs aussi. Et ce qui, en effet, faisait tout simplement un peu comme dans les films de Sergio Leone, tu sais, où chaque personnage est associé avec un jingle ou avec une musique. Et avant même de le voir, lorsque tu entends la musique, tu sais que le personnage va arriver. Eh bien, même spectacle, tu peux le faire avec les odeurs, avec des couleurs, avec des choses dans lesquelles tu identifies un personnage, en fait. Tu l'incarnes, c'est avec des choses. Et on dit d'un livre, quand il est réussi, que le récit a une odeur. Ça arrive d'entendre ça. Est-ce que votre roman a une odeur en particulier? Oui, non, sans doute. C'est celle des citronniers, mais comme on traverse un siècle, eh bien, il y a sans doute aussi l'odeur métallique des geôles chiliennes. Donc tu te retrouves un petit peu dans une odeur qui est bariolée, qui est C'est vrai qu'on commence avec l'écorce de citron dans le bain et on finit, on ne vous dira pas comment, parce qu'il y a certaines descriptions, on ne dira pas comment. Absolument. Voilà. Miguel Bonnefoy, il y a Juliette Arnaud qui a préparé pour vous un questionnaire de Parjupy-Proust. Voilà, ce sont des questions débiles et il faut donner des réponses courtes. Et intelligent. Allons-y, on a le temps. Sur l'échelle de la chance, 0 étant les Belges avec leurs frites qui s'appellent mondialement les French fries, à 10 étant j'ai gagné au loto, à combien se situe le Chili avec le chili con carne qui n'est même pas chilien? C'est à 14. Pour tout le monde, le 11 septembre, c'est 2001, le World Trade Center. Pour les Chiliens, c'est 1973 et le coup d'État de Pinochet. Est-ce que par hasard, le Chili aurait pas un côté chat noir? Ah non, imagine-toi, je pourrais te donner tellement d'autres 11 septembre dans ma vie. Bon d'accord, ok, rien à voir avec le Chili. Maradona est l'Argentin le plus célèbre au monde, on est d'accord. Mais c'est Madonna qui chante Don't Cry For Me Argentina. Alors, le timbre, on le fait à l'effigie de Madonna ou de Maradona? Maradona, clairement. 1986, c'est votre année de naissance, mais c'est aussi celle de Nadal, de Maître Gims et de Lady Gaga. Quel est votre jumeau de cœur? C'est l'année aussi de la mort de Jorge Luis Borges aussi. Donc je veux plutôt avoir une sorte de jumeau aussi, comme Borges qui est mort à Genève. Donc rien pour Lady Gaga, très bien. Avec quel révolutionnaire de langue espagnole est mort aimeriez-vous dîner? Castro, Chavez ou Allende? Sans doute Salvador Allende. Quand même. Vous avez étudié les œuvres de Gary et d'Aragon. Quel est le plus français? Celui qui était le fils naturel et adultérin d'un préfet de police ou le fils de bâtard juif russe matiné de Tartare? Oui, ce qui n'est absolument pas sûr. Oui, c'est vrai que les deux, en effet, étaient bâtards. Bravo, c'est bien alors, vu. Oui. Lequel bâtard est le plus français? Eh bien, si on revient à ce que nous disait Maud tout à l'heure, clairement Romain Gary, puisqu'il s'est enraciné davantage, alors que Aragon, lui, eh l'était déjà. Ça va. On vous offre 1 heure avec Diego Maradona. Vous faites quoi?
du foot, la fête, ou re-regarder Argentine-Angleterre 1986 en faisant la fête? Oui, bravo, ça, c'est la dernière. Clairement, c'est génial. Mais ça existe, hein. Tu vas sur YouTube et tu peux trouver en effet les commentaires de Diego Armando Maradona, en effet, dans lesquels il commente. Ah oui, mais c'est pas pareil. Là, moi, je vous propose 1 heure avec Maradona. Imagine-toi. Ah, c'est bien, ouais. Ah ouais, ça doit être festif. Oh, encore une, allez-y. Avec quel personnage de fiction vous feriez une randonnée dans la cordillère des Andes? Ah oui, avec Julien Sorel. Oh, dites donc. Oh là là. Ah bah voilà, restons là-dessus. C'est avec Julien Sorel, allez, ça va. Merci beaucoup, Miguel Bonnefoy, d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir. Je rappelle donc votre roman Héritage, paru chez Rivage. Vous étiez dans la liste du Goncourt. Absolument. N'est-ce pas? Et vous êtes toujours pour le Goncourt des lycéens. Exactement. D'accord, donc on va suivre avec intensité le parcours de ce roman magnifique. Et merci beaucoup. Merci les amis. Vous retournez dans les Cévennes, Bric-Lompré? Oui, j'y retourne demain. Il y a du réseau sur le parking. Venez nous voir, Clara, Guillaume, Juliette. Nous, on va se retrouver demain, bien sûr. J'ai envie de vous dire tout simplement à demain. Hein. Pour le dîner de vendredi, c'est toujours d'accord? Bah non. Chez BNP Paribas, nous savons qu'on est plus fort quand on est bien accompagné. Commerçants, artisans, entreprises, nous vous accompagnons dans la mise en place de nouvelles solutions digitales. Vente à distance, paiement en ligne et sécurité de vos données. Contactez-nous pour plus d'informations. BNP Paribas, engagé à vos côtés. Chérie, on a un invité à Noël. On va pouvoir recevoir? Je te parle du sapin. Celui-là, au moins, on est sûr qu'il passera les fêtes avec nous. Chez Ikea, recevez un bon d'achat de 20 € pour tout achat d'un sapin Nordman à 24,99 €.